Allez hop, on embarque. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons faire un voyage cosmique pour trouver la plus grande étoile de l'univers. La première étoile que nous croisons est notre propre Soleil. Il est loin d'être la plus grande, mais il est tout de même massif. On pourrait y faire entrer 1 million de terres. Cela signifie que si tu considères le Soleil comme un ballon de basket, la Terre aurait la moitié de la taille d'une gomme à crayon. Si on mettait toutes les planètes d'un côté de la balance et le Soleil de l'autre, les planètes ne feraient pas le poids. Le Soleil représente 99,9% de la masse totale du système solaire. La masse est essentiellement la quantité de trucs ou de matière dont une chose est composée. Et c'est à elle que l'on doit la brillance des étoiles. En effet, plus il y a de matière dans une étoile, plus son noyau est épais et chaud. Cela déclenche une chaîne de réactions chimiques. Les atomes d'hydrogène s'écrasent les uns contre les autres pour former de l'hélium, libérant ainsi une quantité incroyable d'énergie. C'est ce qui donne à l'étoile sa lumière et sa chaleur. Par conséquent, les grandes étoiles sont aussi des étoiles plus brillantes. Toutefois, avec toutes ces réactions, la durée de vie d'une étoile finit par diminuer. Lorsqu'elle commence à manquer de carburant, l'étoile entre dans la phase géante. Elle se dilate et devient rouge. Cela nous ramène à la tâche qui nous attend. La plus grosse étoile que nous trouverons sera probablement en fin de vie. En activant nos moteurs hyperlumineux, nous arrivons bientôt au système Luhmann 16. Ici, nous trouvons l'une des plus petites étoiles qui existent, une naine brune. Petite signifie ici à peu près la taille de Jupiter tout de même. Mais elles sont petites pour des étoiles. Les naines brunes sont aussi appelées étoiles ratées, parce qu'elles ne disposent pas d'une masse suffisante pour expérimenter ces réactions chimiques. Cela signifie qu'elles ne sont pas aussi brillantes, bien que super denses. Toute la matière qu'elles contiennent est si compacte qu'elles pèsent 80 fois plus que Jupiter, même si elles ont la même taille. Et si tu penses que c'est tout de même pas mal du tout, il te suffit de regarder une naine blanche, encore plus dense. Celle-ci est Sirius B. Elle a aussi la taille de Jupiter, mais elle pèse autant que le Soleil. Elle émet une faible lumière blanche. Lorsqu'elle n'aura plus de gaz, elle deviendra rouge et se refroidira. Maintenant, rapprochons-nous de sa voisine géante, Sirius A. On voit facilement cette étoile depuis la Terre sans avoir besoin de télescope. Elle est 2 fois plus lourde et plus que 1,5 fois plus large que notre Soleil. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Nous volons maintenant à 550 années-lumière de la Terre vers la constellation de Cassiopée. Il y a presque 100 ans, une explosion cosmique s'est produite à cet endroit. Elle a dilaté l'atmosphère de l'étoile Gamma Cassiopée et certains gaz ont été projetés dans l'espace. Après cela, elle est devenue l'étoile la plus brillante de la constellation. Elle est 10 fois plus vaste que notre Soleil. Passons maintenant à la célèbre étoile polaire. Curieusement, différentes étoiles ont porté ce titre au fil des ans, et d'autres le porteront dans le futur. C'est parce que l'étoile polaire de la Terre change tous les 26 000 ans. Imagine notre planète comme une toupie. Le pôle Nord se déplace en décrivant un petit cercle qui pointe différentes étoiles vers le vrai Nord. L'étoile actuelle est une supergéante qui est 37 fois plus vaste et 5 fois plus lourde que notre Soleil. Elle est facile à trouver dans le ciel nocturne. Elle est au bout du manche de la Petite Ourse. Prépare-toi tout de suite, nous partons pour l'œil du cyclone, le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Pour voir la prochaine étoile, nous devons passer en mode infrarouge. Cette étoile pistolet se dissimule dans la poussière de l'espace. En seulement 20 secondes, elle émet autant de lumière que notre étoile d'origine en une année entière. Et sa taille est stupéfiante. Elle est 420 fois plus vaste que le Soleil. Mais ce n'est pas encore l'étoile la plus lumineuse connue de l'humanité. Il s'agit d'une supergéante bleue dans la constellation du Triangle. Je te présente B416. Elle est presque 10 millions de fois plus lumineuse que le Soleil. Mais plus une étoile est brillante, plus elle épuise rapidement tout son carburant et plus sa durée de vie est ainsi réduite. Comparée à une naine rouge qui brille à peine et brûle son combustible beaucoup plus lentement, sa vie sera des centaines de milliers de fois plus courte. À 3400 années-lumière de la Terre se trouve l'un des corps célestes les plus rares de l'univers. Il s'agit d'une hypergéante jaune appelée Rho Cassiopée. Parmi les innombrables étoiles de notre galaxie, il n'y en a que quelques dizaines comme celle-ci. Et même si cette étoile est extrêmement éloignée de notre planète, on peut la voir dans le ciel sans avoir besoin d'un télescope. En effet, elle est 300 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. C'est aussi parce qu'elle est 900 fois plus vaste que notre étoile d'origine. Et sa couleur nous indique que ses réserves de carburant dureront longtemps. Quand Rho Cassiopée commencera à devenir rouge et à se développer, elle sera l'une des plus grandes étoiles de l'univers tout entier. Passons maintenant à la constellation d'Orion. L'étoile dans notre ligne de mire. Betelgeuse est l'une des plus grandes visibles à l'œil nu. Elle fait 700 fois la taille de notre Soleil.
Si elle prenait la place de notre étoile, sa surface toucherait la ceinture d'astéroïdes. Elle se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. Elle engloutirait les 4 planètes intérieures, y compris la Terre. Mais cette étoile excite beaucoup les astronomes. Ils prédisent que Bételgeuse va exploser et donner un spectacle céleste fantastique dans les 10 000 prochaines années. Ce sera le plus grand événement astronomique de tous les temps car nous pourrons observer une supernova à une distance proche mais suffisamment sûre. L'étoile qui explosera brillera comme une demi-lune. Elle sera visible dans le ciel de jour pendant 1 an et dans celui de nuit pendant plusieurs autres années. Maintenant, nous nous aventurons vers des étoiles qui dépassent la largeur du Soleil de 1000 fois. Mousse Fei est une hypergéante qui s'enorgueillit du titre de l'étoile la plus rouge connue. Sa couleur nous indique que la jauge de carburant se rapproche de plus en plus du vide. Mais elle est encore si grande qu'elle pourrait contenir 1 milliard de soleils. Et à cause de sa masse, cette étoile finira par devenir une supernova ou même un trou noir. Partons maintenant pour un voyage de près de 4000 années-lumière de chez nous. La voici, une supergéante rouge appelée VY Canis Majoris. C'est l'une des plus grandes et des plus brillantes étoiles de la Voie lactée. Elle pourrait contenir 3 milliards de soleils. Et même si elle est tellement énorme, cette chose est étonnamment légère, seulement 17 fois le poids du Soleil. Dans le contexte des corps célestes, on pourrait appeler cette étoile un ballon gonflé. Au cours des 100 000 prochaines années, VY Canis Majoris explosera en une hypernova. Les radiations gamma détruiront toute vie dans la partie locale de l'univers. Mais cette étoile est si éloignée de notre système solaire qu'elle ne nous causerait aucun dommage. Si nous placions MY Cephei au centre de notre système solaire, elle se gonflerait jusqu'à l'orbite de Saturne. Pour te rappeler à quel point Saturne est loin, dis-toi qu'il faut 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. Mais pour arriver à Saturne, il faut bien plus d'1 heure. Comparé à cette étoile massive, le Soleil n'est qu'un grain de sable. C'est l'une des étoiles les plus lumineuses et les plus rouges de notre univers. Plus l'étoile est grande et rouge, plus elle est proche de sa fin. Nous n'avons donc pas seulement affaire à un titan de l'univers, mais aussi à l'un des plus anciens corps célestes qui existent. La deuxième plus grande étoile de l'univers est UY Scuti. Elle fait environ 2,4 milliards de kilomètres de large, soit 16 fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'est une étoile à pulsation variable. Sa luminosité change environ tous les 2 ans. UY Scuti détient le record de combustion de carburant par an. Les scientifiques s'attendent à ce qu'elle revienne à des températures plus élevées comme une géante jaune. Notre voyage touche à sa fin. Devant nous, nous voyons Stephenson 2-18. Il faut 20 000 ans pour que la lumière de cette étoile atteigne la Terre. Il est difficile de ne pas voir cette supergéante rouge sur notre minuscule planète. Elle est 2150 fois plus vaste que notre Soleil. Il nous faudrait 10 milliards de soleils pour la remplir. À titre de comparaison, une plage moyenne ne contient qu'environ 5 milliards de grains de sable. Accrochez-vous, chers passionnés de l'espace, car nous sommes sur le point de découvrir ensemble les secrets cosmiques qui ont été dévoilés cette année. Des étoiles géantes aux molécules organiques, cette année se présente sous les meilleurs auspices pour les astronomes. Alors, rattrapons tout ce que tu as peut-être manqué en 2023. Pour commencer, nous avons découvert de véritables monstres stellaires. Imagine-toi lever les yeux vers le ciel nocturne pour y apercevoir des étoiles qui ne sont pas seulement grandes, mais absolument énormes. Les scientifiques ont eu recours à un télescope de pointe, le télescope spatial James Webb, afin d'explorer les premiers jours de l'univers. Et au cours de leur pérégrination, ces chercheurs sont tombés sur d'anciennes étoiles qui étaient 10 000 fois plus grandes que notre Soleil. Oui, tu as bien entendu, 10 000 fois. Ce géant du monde stellaire faisait partie des toutes premières étoiles à s'être formées dans l'univers il y a de cela plusieurs milliards d'années. Imagine un amas globulaire comme un gigantesque conglomérat cosmique, où chaque groupe comporte de 100 000 à 1 million de membres. Ces amas s'apparentent à de gigantesques réunions de familles, toutes les étoiles naissant à peu près en même temps. Mais qu'est-ce qui rend ces monstres récemment découverts si particuliers? Eh bien, leurs noyaux, autrement dit leur cœur, sont beaucoup plus chauds que ce que l'on observe d'ordinaire dans les étoiles. Les chercheurs pensent que cette chaleur intense pourrait être due à la combustion d'une grande quantité d'hydrogène à des températures très élevées, un peu comme un gigantesque barbecue galactique. Il se passe quelque chose de fascinant dans ces amas globulaires. Les petites étoiles s'écrasent sur leurs voisines supermassives et acquièrent ainsi de l'énergie supplémentaire, un peu comme une mise à jour. Mais le hic, c'est que la plupart de ces amas vieillissent et que ces étoiles supermassives ont disparu depuis longtemps. Les amas que nous observons aujourd'hui ne laissent entrevoir que des indices de leur existence.
Les scientifiques les étudient à partir des traces mystérieuses laissées par leur présence. La découverte de ces étoiles monstrueuses est extrêmement importante pour notre compréhension de l'univers. Si les scientifiques parviennent à rassembler davantage de preuves permettant de confirmer leur existence, il s'agirait d'une avancée majeure. Cela nous permettrait d'en savoir plus sur les amas globulaires et sur la formation des étoiles supermassives en général. Mais ce n'était là que la première découverte fascinante de 2023. La suivante est plutôt triste. Tu vois ces magnifiques anneaux qui donnent à Saturne son look ravageur? Eh bien, devine quoi? Ils pourraient disparaître dans un avenir pas si lointain. Enfin, à l'échelle astronomique. La mission Cassini de la NASA, qui a exploré Saturne de 2004 à 2017, a permis de recueillir des données fascinantes sur ces anneaux. Lors du grand final de la course de Cassini, au cours de laquelle elle a effectué d'époustouflantes manœuvres à travers l'orbite de Saturne, les scientifiques ont remarqué quelque chose de surprenant. Les anneaux perdèrent beaucoup de leur masse chaque seconde, des tonnes à vrai dire. Cela signifie que cette superbe auréole ne restera là que pour quelques centaines de millions d'années encore, tout au plus. Cela peut sembler long pour les humains, mais à l'échelle de l'univers, ce n'est pratiquement qu'un clin d'œil. Ce qu'il faut en retenir, c'est que nous avons découvert que les immenses anneaux, comme ceux de Saturne, ne duraient pas éternellement. Ils finissent par disparaître. Au moins, ni toi ni moi ne serons plus là pour assister à ce moment. Les scientifiques ont une théorie amusante sur ce qui se passera lorsque les anneaux de Saturne disparaîtront. Ils pensent que les autres géantes de glace et de gaz de notre système solaire, telles qu'Uranus et Jupiter, ont peut-être eu, elles aussi, des anneaux massifs. Mais au fil du temps, ces anneaux se sont émiettés pour prendre l'aspect de fines bandes d'astéroïdes, comme celles que possède actuellement Uranus. Les anneaux de Saturne sont principalement constitués de glace, mais ils sont également parsemés de poussière rocheuse. Celle-ci provient des astéroïdes et des minuscules météores qui s'écrasent sur d'autres corps célestes et se désagrègent. C'est un peu comme une tempête de particules glacées et de débris cosmiques. Les recherches ont également révélé que les anneaux de Saturne sont apparus longtemps après la formation de la planète elle-même. Ils étaient encore en train de se former lorsque les dinosaures peuplèrent la Terre. En termes d'âge astronomique, ils sont donc assez récents, puisqu'ils n'ont que quelques centaines de millions d'années. Cette découverte a enthousiasmé les astronomes, car elle signifie qu'un événement de grande ampleur s'est produit dans le passé de Saturne pour créer cet étonnant disque glacé. Mais il s'agit là d'un mystère qui attend encore d'être élucidé. Les scientifiques voudraient d'arrêt comprendre ce qui a exactement provoqué la formation de ces anneaux et pourquoi ils ont une structure aussi époustouflante. Espérons qu'ils y parviennent. Mais passons à quelque chose de plus optimiste, car nous avons une autre nouvelle passionnante venue de l'espace lointain. Récemment, des scientifiques ont étudié l'une des galaxies les plus éloignées de l'univers, et ils y ont trouvé quelque chose d'étonnant, des molécules organiques. La galaxie en question porte un nom à coucher dehors, SPTO 41847. Elle se trouve à plus de 12 milliards d'années-lumière de notre petite planète bleue. Peux-tu concevoir une telle distance ? C'est la galaxie la plus éloignée où l'on ait jamais détecté des molécules organiques complexes. C'est pourquoi observer cette galaxie, c'est comme regarder quelque chose qui date de l'époque où l'univers n'était encore qu'un bébé. Nous n'avons aucune idée de l'aspect actuel de celle-ci. La lumière qui nous en parvient correspond à ce qu'elle était lorsque l'univers n'avait 1,5 milliard d'années. Imagine être capable de voir des choses qui remontent aussi loin dans le passé. Ce qu'on a trouvé là porte un nom très compliqué. Une molécule d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou plus simplement une molécule de HAPE. Tu te demandes sans doute, mais qu'est-ce que c'est que ce bidule ? Eh bien, devine quoi ? On peut en fait trouver ces molécules ici même, sur notre bonne vieille planète. Elles peuvent se retrouver dans des choses telles que la fumée d'échappement des voitures, ou dans celle des feux de forêt. Les molécules de HAPE sont constituées de chaînes d'atomes de carbone. Et voici en quoi elles nous importent. Elles sont considérées comme les éléments de base de la vie. Réalise seulement, les éléments constitutifs de la vie, ces minuscules chaînes de carbone, ont été découverts dans une galaxie très lointaine. C'est comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Les chercheurs ont également découvert que le gaz flottant dans cette galaxie était rempli d'éléments lourds. Ce n'est pas rien, car cela suggère que de nombreuses étoiles se sont succédées dans cette galaxie, créant tous ces éléments étonnants. Cela signifie que cette galaxie est potentiellement riche en de nombreux autres éléments.
Cette découverte ouvre un monde de possibilités et soulève tant de questions passionnantes. Comment ces molécules se sont-elles formées dans une galaxie si lointaine? Et puisque nous regardons dans le passé, qu'est-il advenu de ces molécules organiques au cours de cette période? Ont-elles pu évoluer vers la vie? Nous ne faisons qu'effleurer la surface de choses incroyables qui attendent encore d'être découvertes. Au fait, si tout cela se passe si loin, comment les scientifiques ont-ils bien pu réussir à découvrir une chose pareille? Eh bien, encore une fois, ils disposèrent d'un instrument, le télescope spatial James Webb. Cette machine sophistiquée a été lancée récemment et dispose de pouvoirs décuplés en matière d'observation de l'univers. Lorsque les scientifiques ont étudié cette galaxie lointaine, ils ont rencontré un petit problème. La lumière provenant de ces objets lointains était si faible qu'elle était difficile à voir ou à détecter. Mais devine quoi? Ils ont eu une idée brillante pour résoudre ce problème. Ils ont eu recours à ce que l'on appelle la lentille gravitationnelle, qui est un peu comme la loupe de la nature. Imagine deux galaxies parfaitement alignées, comme pour une séance de photos. La lumière de la galaxie lointaine, celle en arrière-plan, se dirige vers nous. Mais au cours de son voyage, elle traverse la galaxie d'avant-plan, qui agit comme une lentille spatiale géante. Que se passe-t-il ensuite? La gravité de la galaxie d'avant-plan courbe la lumière, à la manière d'une loupe, la rendant plus grande et plus brillante encore. C'est comme si nous disposions d'un zoom cosmique pour nos télescopes. Cette courbure de la lumière crée une forme super cool, appelée anneau d'Einstein. Il s'agit d'un halo ou d'un anneau de lumière entourant la galaxie de premier plan. En fait, c'est une façon pour la nature d'exhiber l'étendue SS pouvoir magique. Grâce à la lentille gravitationnelle et à ces magnifiques anneaux d'Einstein, les scientifiques peuvent voir plus clairement les objets éloignés et apprendre des choses étonnantes sur l'univers lointain. Et grâce à tout cela, ils ont réussi à découvrir les interactions chimiques cachées des premières galaxies. N'est-ce pas incroyable? Les scientifiques sont franchement emballés par cette découverte. Ils ne s'attendaient pas à trouver des molécules organiques aussi complexes dans une galaxie aussi incroyablement lointaine. Et qui sait, ce n'est peut-être que le début d'une passionnante épopée cosmique. Alors, gardez les yeux rivés sur les étoiles, chers explorateurs de l'espace. L'univers est plein de surprises, et qui sait quelles autres. Imagine un être si puissant qu'il pourrait aspirer des galaxies entières, si mystérieux qu'il serait invisible à l'œil nu, et si impressionnant qu'il pourrait plier l'étoffe même de l'espace et du temps. Je te présente ma mère. Mais non, je plaisante. Il s'agit en réalité de l'ultime super-héros de notre univers, l'étoile Trou Noir. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons voir ça. L'univers est rempli de merveilles, et cette étoile est l'une des plus impressionnantes d'entre elles. Sa force supermassive est capable de bousculer les lois de la physique, une véritable énigme que les scientifiques doivent encore élucider. Pas étonnant qu'elle fascine les auteurs de science-fiction. Une étoile trou noir, ou quasi-étoile, est une étoile hypothétique extrêmement massive et lumineuse qui pourrait avoir existé au commencement de l'univers. Selon nos calculs, elle brillait autant qu'une petite galaxie. Mais contrairement aux étoiles modernes, elle n'était pas alimentée par la fusion nucléaire. Son énergie provenait de la matière que le trou noir qu'elle possédait en son cœur aspirait. Et oui, tout comme un trou noir normal, ces étoiles avaient le pouvoir d'aspirer tout ce qui s'en approchait, des étoiles, de la poussière et même des galaxies. Mais comment est-il possible qu'une étoile naisse d'un trou noir? Et comment pouvait-il coexister? Voyons d'abord comment naissent les trous noirs en général. Tout commence par une étoile supermassive, c'est-à-dire une étoile faisant plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cette étoile géante brûle intensément et brille de la lumière d'1 million de soleils. Hélas, elle finit par manquer de carburant. À la fin de sa vie, elle émet un énorme boom, une puissante explosion capable d'éclipser une galaxie entière. Ce type d'explosion porte le nom de supernova. Lors de ce boom, les couches extérieures de l'étoile partent dans tous les sens, tandis que le noyau se voit écrasé par sa propre gravité. Si le noyau est suffisamment lourd, il continuera à s'effondrer jusqu'à devenir un trou noir. Et celui-ci, par conséquent, naîtra. Et non, il n'a pas besoin de couches. Ce monstre cosmique grandira à partir de maintenant en avalant tout ce qui s'approche de lui. C'est en gros ce qui se passe actuellement dans notre univers, avec les étoiles supermassives. Mais les quasi-étoiles dans tout ça?
La formation d'une quasi-étoile n'a pu avoir lieu qu'au début du développement de notre univers, avant que l'hydrogène et l'hélium ne se fassent contaminer par des éléments plus lourds. Pour cette raison, les quasi-étoiles présentent une caractéristique importante. Elles sont gigantesques, si énormes qu'il est littéralement impossible de les imaginer. Il est possible qu'elles aient été plus grandes que les plus grandes étoiles modernes connues, comme VY Canis Majoris et Stephenson 218. Pas étonnant qu'elles soient si effrayantes. Elles naissaient de proto-étoiles, qui étaient parmi les premières étoiles de l'univers, les arrière-arrière-grands-pères de... tout. Imagine maintenant une proto-étoile si massive que son cœur finisse par s'effondrer en un trou noir, comme nous l'avons décrit précédemment. Mais la différence essentielle, c'est que lors d'une supernova classique, les couches extérieures de l'étoile sont emportées par toute l'énergie libérée. En revanche, avec une quasi-étoile, 16 couches extérieures ont une masse suffisante pour absorber cette énergie et rester en place. Qu'obtient-on au final? Une étoile avec, en son cœur, un trou noir pesant entre 1000 et 10 000 masses solaires. Cette quasi-étoile est environ 14 000 fois plus grande que notre Soleil. C'est la plus grosse étoile que nous connaissions à ce jour. Ce titan céleste ont des propriétés assez folles. Lorsqu'un trou noir se formait au centre d'une proto-étoile, elle se mettait à dégager des tonnes d'énergie. Cette énergie contribuait à équilibrer sa force de gravité, comme avec les étoiles à fusion nucléaire. Elle devenait alors si lumineuse qu'elle ressemblait à une petite galaxie. Ces étoiles avaient une durée de vie assez courte, de l'ordre de 7 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années, et il n'en est qu'à la moitié de sa vie. Au cours de cette brève période, le trou noir atteignait une taille située entre 1000 et 10 000 fois celle de notre Soleil. On pense aussi que les quasi-étoiles étaient très chaudes, avec des températures dépassant les 9700 Celsius. Mais en vieillissant, elles commençaient à se refroidir, et leurs couches extérieures devenaient transparentes. Finalement, leur température n'était plus que d'environ 3800 Celsius. À ce moment, c'en était fini de nos quasi-étoiles. Elles ne pouvaient pas survivre à cette température. Elles se dissipaient donc, laissant derrière elles des trous noirs de masse intermédiaire. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de ces quasi-étoiles. Elles auraient seulement existé il y a très longtemps. Peut-être s'agissait-il d'étoiles dites de population 3, qui sont extrêmement rares et difficiles à détecter. Et il est très peu probable qu'elles existent encore aujourd'hui en raison de leur durée de vie très brève. 7 millions d'années, c'est court. Alors pourquoi les scientifiques croient-ils à l'existence de ces quasi-étoiles? Parce qu'ils cherchent à expliquer comment des trous noirs supermassifs ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. On les trouve au centre de la plupart des galaxies. Mais comment ces monstres se sont-ils développés si rapidement? Après tout, il faut énormément de temps pour qu'un petit trou noir se transforme en un trou noir supermassif. C'est de là que vient l'idée des quasi-étoiles. Ces étoiles ne sont pas simplement des titans destructeurs. Elles sont les championnes de la gravité. Elles peuvent plier et déformer n'importe quoi à leur guise. Voilà pourquoi, si elles ont réellement existé, on pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Elles auraient tout contribué à façonner l'univers tel que nous le connaissons. Les trous noirs de taille intermédiaire qu'elles ont laissés derrière elles seraient finalement devenus les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Mais nous n'avons pas encore résolu ce mystère cosmique. La détection des étoiles trous noirs s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'au lieu d'une aiguille, il s'agit d'un objet invisible et mystérieux, et qu'au lieu d'une botte de foin, il s'agit de la vaste étendue de l'espace. À l'aide d'une technologie assez avancée et de beaucoup de matière grise, nos scientifiques tentent cependant de trouver des réponses. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider. Tout d'abord, les ondes gravitationnelles. Ce sont des sortes d'ondulations dans l'étoffe de l'espace-temps causées par le mouvement d'objets massifs. Albert Einstein les a prédites au XXe siècle, mais elles n'ont été détectées qu'en 2015, alors que des scientifiques observaient une collision entre deux trous noirs. Cette découverte nous a appris que les trous noirs peuvent fusionner et qu'ils constituent une source puissante d'ondes gravitationnelles. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces ondes, ils pourront en savoir plus sur la formation et la croissance des trous noirs. Nous pouvons aussi essayer de détecter les quasi-étoiles en observant les effets de leur gravité sur leur voisinage.
C'est un peu comme quand on essaye de trouver un criminel en examinant des empreintes digitales. Si par exemple un trou noir se trouve à proximité d'une étoile, nous pourrons observer la lumière de celle-ci se déformer. Bien sûr, nous pouvons utiliser nos technologies, les télescopes à rayons X ou à infrarouge, les radiotélescopes. Cela nous permet d'étudier les trous noirs de différentes manières et à différents stades de leur vie. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour découvrir ce qui se cache derrière ces géants célestes. Nous développons en permanence de nouveaux télescopes à la recherche des trous noirs primordiaux, et nous essayons de comprendre ce qui lie les étoiles trous noirs à la matière noire. Cela nous mène à des découvertes assez incroyables, comme avec les ondes gravitationnelles. Nous espérons ainsi un jour percer le mystère des quasi-étoiles. Lorsque nous aurons découvert la vérité, nous aurons tourné une nouvelle page de notre histoire scientifique. T'es-tu déjà demandé pourquoi toutes les planètes étaient parfaitement rondes? Et si ces corps célestes décidaient d'enfreindre toutes les règles et de changer de forme? Aurions-nous des planètes carrées, des lunes triangulaires, voire des formes intergalactiques complètement improbables? Eh bien, découvrons-le. Comment les planètes se forment-elles? L'univers est rempli de nuages tourbillonnants de poussière et de gaz. Ces nuages, appelés nuages moléculaires, sont constitués de divers éléments, tels que l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'oxygène, etc. Ils sont comme une cuisine cosmique, remplie des ingrédients nécessaires à la préparation de nouvelles planètes. La première étape de la recette de formation des planètes s'appelle la théorie de l'accrétion. Supposons qu'il se passe quelque chose qui provoque une instabilité gravitationnelle. Par exemple, qu'une supernova explose à proximité. Cela pousse le gaz et la poussière dans le nuage et les fait se rassembler. En raison de la gravité, ces particules commencent à tomber vers un point central. Elles se serrent de plus en plus les unes contre les autres, un peu comme lorsque tu serres une balle dans ton main. Finalement, elles se trouvent pressées si fort que le nuage commence à s'aplatir pour prendre la forme d'un disque. Un peu comme lorsqu'on mélange de la farine et de l'eau pour faire de la pâte à pizza. Ce disque est appelé disque protoplanétaire. Il tourne également parce que les particules du nuage étaient déjà en rotation. Imagine maintenant que ces minuscules particules de poussière et molécules de gaz dansent à l'intérieur du disque. Parfois, elles se heurtent les unes aux autres et, dans ce cas, elles s'agglutinent comme du velcro. Ces petits amas de poussière et de gaz sont appelés planétésimaux. Ce sont les éléments constitutifs des planètes. Au fur et à mesure des collisions et des fusions, les planétésimaux deviennent de plus en plus gros et forment des protoplanètes. Ces protoplanètes prennent de l'ampleur et leur gravité devient plus forte. Certaines d'entre elles grossissent tellement qu'elles finissent par devenir les grandes maîtresses de leur voisinage cosmique. Les planètes que nous connaissons et que nous aimons. Chaque planète a sa propre recette de gaz, de roches et parfois même d'eau. Mais pourquoi les planètes s'apparentent-elles à des sphères? Eh bien, c'est à cause de la gravité. Revenons à nos protoplanètes. Imagine que tu comprimes un ballon avec tes mains. L'air à l'intérieur du ballon est repoussé, ce qui crée une pression. Il se passe la même chose avec les planètes. La gravité comprime la matière vers l'intérieur, la tirant vers le centre. Et comme la gravité agit également dans toutes les directions, elle attire la matière de tous les côtés vers le centre de masse, ce qui donne une forme sphérique. Et cette matière repousse à son tour au moyen de la pression, résistant ainsi à la force de gravité. En fin de compte, ils trouvent tous deux un point d'harmonie qui leur permet de s'équilibrer mutuellement. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique, un terme sophistiqué qui signifie que tout est en équilibre à l'intérieur d'une planète. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément qui rend les planètes sphériques est leur rotation. Imagine maintenant une boule de pâte à modeler ou de glaise, et que tu la fasses tourner rapidement. La matière commence à pousser vers l'extérieur, ce qui fait que la pâte à modeler se bombe au niveau de l'équateur et s'aplatit au niveau des pôles. Il en va de même pour les planètes. Lorsqu'elles tournent sur leur axe, la combinaison de la gravité et de la rotation pousse la matière vers l'extérieur, ce qui fait bomber la planète au niveau de l'équateur. Les planètes cherchent tranquillement à redevenir des disques. Cependant, la gravité ne veut pas de ces planètes dégonflées. Elle veut qu'elles soient bien rondes. Elle continue donc à tirer sur la matière en essayant de la rendre aussi compacte que possible. Finalement, la gravité l'emporte et la planète prend une forme sphérique. Prenons quelques exemples dans notre assortiment planétaire. Jupiter, la géante du système solaire, adore montrer son aplatissement. Elle tourne si vite qu'elle devient visiblement comprimée au pôle et potelée au milieu. Un peu comme une toupie avec un joli ventre bombé. Saturne maintenant, la merveille aux anneaux, se joint également à cette fête de l'aplatissement. Elle tourne sur elle-même avec ses magnifiques anneaux.
et sa distorsion est encore plus prononcée que celle de Jupiter. Ce CE exemple montre comment la rotation peut donner aux planètes une forme unique. Elle passe d'une forme parfaitement ronde à un certain renflement autour de la ceinture. C'est comme une poterie cosmique, où le mouvement de rotation crée cette forme si distincte. Tu sais maintenant pourquoi les planètes sont rondes. Mais le plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passerait si elles ne l'étaient pas. Et si elles étaient, disons, cubiques, ou même triangulaires. Voyons voir ça. Une planète en forme de cube ou de triangle verrait sa masse répartie d'une manière totalement différente de celle d'une sphère. Et tu sais ce que cela signifie? La gravité en serait également bouleversée. Sur une planète sphérique, la gravité attire tout vers le centre parce que la masse est uniformément répartie autour de celui-ci. Mais lorsque nous introduisons une planète en forme de cube ou de triangle, les choses deviennent intéressantes. Si tu te tenais au centre de l'une de ces faces, tu ressentirais la gravité la plus forte qui soit sur cette planète. C'est parce que les faces seraient les plus proches du centre de gravité. Et lorsque tu t'éloignerais du centre pour t'approcher des bords, la gravité commencerait à te jouer des tours. Tu ressentirais une lutte contre cette attraction à angle aigu. En marchant sur ces bords, tu aurais l'impression de gravir une montagne ou de marcher sur une pente très raide. Tout cela parce que la gravité souhaite te voir rester au centre d'un des côtés et nulle part ailleurs. Imagine maintenant le terrain sur les bords et dans les coins. C'est un paysage aride, rocailleux et sec. Pourquoi? Parce que toute l'eau s'accumulerait au centre de chaque face, laissant les arêtes à sec. Et la qualité de l'air? Elle est soit inexistante, soit si fine qu'elle ne permet absolument pas la vie. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable où élire domicile, ça, c'est certain. N'oublie pas non plus tes vêtements chauds, ton sandwich et tes chaussures de randonnée. Tu en auras besoin à cause du climat démentiel qui y règne. Le type de climat que tu rencontrerais sur notre Terre en forme de cube ou de triangle dépend de la façon dont elle tourne. Si elle tourne sur ces angles, chaque côté jouit d'un climat doux et tempéré. En revanche, si elle tourne sur un axe passant par deux de ces faces, les choses se corsent. Imagine une version en montagne russe de notre climat actuel. Certaines faces présenteraient des paysages polaires, glacés et froids, les faces supérieures et inférieures du cube, ou la face inférieure du triangle. Les autres faces seraient complètement différentes. Dans un cube, elle serait brûlante, avec un climat équatorial qui te ferait suer à grosses gouttes. Au lieu de voir la lumière du soleil se courber doucement le long de la surface, elle se dirigerait directement sur ses côtés. C'est ce qu'on appelle rôtir à petit feu. Sur une planète triangulaire, la lumière du soleil frapperait les faces en biais. Cette lumière solaire inclinée créerait de fascinantes variations de température sur la planète. Imagine ceci. En allant de la base du triangle vers la pointe, les températures diminueraient progressivement. La base, où la lumière du soleil frappe le plus directement, serait la région la plus chaude, tout comme le climat équatorial que nous connaissons sur notre Terre sphérique. Mais à mesure que l'on s'aventurerait vers la pointe, l'angle de la lumière solaire s'avérerait moins direct, ce qui entraînerait des températures plus froides. Mais la base est toujours sombre et froide elle-même, car la lumière du soleil ne l'atteint pas directement. Le triangle présenterait donc des changements de température et de zones climatiques complètement insensés. D'ailleurs, tu connais cette couverture d'air douillette que l'on appelle l'atmosphère. Sur notre Terre angulaire, les choses seraient un peu plus compliquées. La gravité s'exercerait plus fortement à partir du centre de chaque face. Résultat, l'atmosphère connaîtrait des changements radicaux. Imagine un peu, au centre de chaque face, là où la gravité est la plus forte, l'atmosphère se rassemblerait et s'épaissirait. Elle s'apparenterait à une mégalopole gazeuse, pleine de molécules d'air. Mais au fur et à mesure que l'on s'aventurerait vers les bords, les choses commenceraient à se raréfier. L'air deviendrait beaucoup moins dense et par là même plus rare. Ainsi, respirer le long des arêtes serait un véritable défi. Les vastes étendues de l'univers recèlent une infinité de secrets et de possibilités. Et voici l'une des questions les plus intrigantes. À quoi ressemblerait la vie et nous autres en tant qu'êtres humains sur d'autres planètes? Imagine un monde où les lois de la physique, les conditions et l'environnement sont si différents de ce à quoi nous sommes habitués. Comment évoluerions-nous pour nous adapter à ces nouvelles contrées étranges? Voyons voir. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et possède une atmosphère très fine. Les températures y sont extrêmes, le jour atteignant plus de 426 degrés Celsius et la nuit descendant jusqu'à moins 179 degrés Celsius. Alors, que pouvons-nous faire pour survivre à ces températures insensées et aux radiations solaires constantes? Nous pouvons peut-être nous transformer en métal comme par magie. Le titane et le platine, par exemple, supportent parfaitement ces températures élevées.
Mais plus sérieusement, il existe une solution. Nous pourrions nous installer sous terre, là où les températures ne sont pas aussi extrêmes. Si nous vivions sous terre, nous pourrions développer de grands yeux afin de mieux capter la lumière. Nous pourrions aussi avoir une peau plus épaisse pour nous protéger des radiations intenses. En fait, nous avons deux options. Devenir Iron Man ou bien devenir des taupes. Passons à Vénus. Cette planète est extrêmement hostile. Tout d'abord, Vénus est connue pour son atmosphère épaisse, du type plus toxique que ton ex. Toute la planète est recouverte de dioxyde de carbone et sa surface est complètement desséchée, ce qui la rend incroyablement étouffante. La température moyenne y est d'environ 452 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des planètes les plus chaudes de notre système solaire. N'oublie pas non plus la pression incroyable qui y règne. Se tenir sur Vénus, c'est comme plonger à 920 mètres sous l'eau. Seuls des microbes terrestres les plus résistants pourraient survivre dans de telles conditions. Donc, si tu désires vivre sur Vénus, tu devras peut-être te transformer en microbe. Hélas, comme nous ne sommes pas des micro-organismes, il nous faudrait porter un équipement spécial pour y survivre. Peut-être devrions-nous nous développer un exosquelette résistant à la chaleur afin de nous protéger, ainsi que de nouveaux poumons capables de filtrer les particules toxiques de cette atmosphère. Parlons plutôt de notre cousine écarlate favorite, Mars. Le premier changement notable, après quelques centaines d'années, serait un nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur Terre. Donc tes muscles et tes os auront tendance à s'atrophier. Pour compenser cette différence, tu devras manger davantage et probablement te mettre à la gym. Tu devras aussi t'adapter à la faible pression atmosphérique et aux températures plus froides. Il te faut bien un moyen de retenir la chaleur, n'est-ce pas? Cela signifie que tu devras avoir une couche de graisse plus épaisse. Désolé, mais sur Mars, nous risquons de prendre du poids. Une raison de plus pour faire du sport. Un autre changement important se produirait au niveau de la peau. Ta peau est comme une grande barrière qui te protège des désagréments tels que les bactéries, les rayons UV ou le fait de ressembler à un monstre écorché. Que se passerait-il alors? Eh bien, tu deviendrais très probablement orange, à cause des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont un type de nutriments que l'on trouve dans des aliments tels que les carottes, les pommes de terre, les tomates, etc. Ils protègent très bien contre les rayons ultraviolets de la planète Mars. Ils n'ont qu'un seul inconvénient. Si tu manges trop de citrouilles cultivées sur place, tu vireras progressivement à l'orange. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Peut-être que la vie sur Jupiter serait plus facile? Oh oui, sûrement. Sauf qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium, et c'est pour ça qu'on l'appelle une géante gazeuse. Tu y tomberais tout simplement, au travers des immenses nuages. Et même si tu parvenais à atterrir et à marcher sur quelque chose, ce serait comme si tu te déplaçais dans un brouillard à couper au couteau. Alors comment évoluerions-nous là-bas? Primo, notre taille pourrait changer pour résister aux immenses pressions. Secondo, les fluctuations de température sur Jupiter sont énormes. La surface est terriblement froide et la température augmente considérablement sous les couches extérieures de l'atmosphère. Tertio, si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langage oral. Cette géante gazeuse absorbe les ondes radio, donc même si tu parlais, personne ne pourrait t'entendre. Il n'y aurait pas non plus de musique, et donc pas de fête. À quoi bon alors? Peut-être pourrions-nous communiquer en langage des signes? Mais ce n'est pas si simple. Jupiter est perpétuellement agité de vents violents et de puissants orages. Il est donc peu probable que tu puisses y voir quoi que ce soit. Même si nous évoluions d'une manière ou d'une autre, notre vie n'y serait vraiment pas facile. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement admirer de près ses anneaux emblématiques. Mais c'est hélas impossible, car les anneaux de Saturne sont constitués d'un tas de particules de glace flottant dans l'espace. Il serait donc extrêmement difficile d'atterrir. Allons donc directement sur Saturne. À première vue, cette planète ne semble pas si mal. Certaines couches de cette géante gazeuse présentent des températures plutôt agréables. Si nous plongeons plus profondément dans la planète, il fait même relativement chaud, jusqu'à -3 degrés dans sa deuxième couche. Il s'agit d'une température moyenne dans les pays comme la Suède et le Canada. Malheureusement, il ne s'agit que d'une seule de ces nombreuses couches. Le reste de la planète est incroyablement froid. Pour survivre sur Saturne, nous devrions donc faire beaucoup d'efforts. En plus du froid, nous devrions nous accommoder de l'environnement hostile de la planète, notamment ses tempêtes extrêmes, ses vents violents et ses radiations. Pour nous protéger de ces conditions, il nous faudrait encore développer une peau résistante, des techniques d'isolation, etc., etc. La planète suivante est Uranus. L'environnement d'Uranus est très différent de celui de la Terre, avec des températures beaucoup plus froides, l'absence de surface solide et une atmosphère très différente. C'est comme une autre Jupiter, mais qui donnerait dans les tons bleus. Mais on pourrait plus mal tomber.
Il y a même de l'eau sur Uranus. Le seul problème, c'est que la planète regorge d'ammoniac, ce produit radical que nous utilisons pour le nettoyage. Ne t'étonne donc pas si tu y sens une odeur irrespirable. De plus, il fait incroyablement froid là-bas, comme si l'hiver n'en finissait jamais. Comment survivre dans un environnement aussi sombre et hostile ? Nous aurions besoin d'une peau plus épaisse pour faire face à ces températures extrêmes. Nous aurions également besoin d'yeux plus grands pour mieux voir dans l'obscurité. Enfin, nous pourrions être amenés à développer un nouveau système auditif, comme celui des dauphins. Ce serait assez rigolo, non ? Passons à Neptune. Si des êtres humains devaient évoluer sur Neptune, il leur faudrait s'adapter à ces conditions difficiles. Neptune, la 8e planète la plus éloignée du Soleil, est une autre géante gazeuse. La seule différence est que cette planète pourrait bien avoir un noyau solide. Si nous devions vivre sur Neptune, nous n'aurions d'autre choix que de flotter ou de nager à travers son atmosphère riche en méthane. Nous devrions également développer des branchies ou un dispositif semblable pour respirer. En fait, nous deviendrions soit des reptiles de l'espace, soit des poissons cosmiques. Sur Neptune, la gravité est légèrement supérieure à celle de la Terre, mais les vents violents font qu'il est très difficile de rester en place. Pour résister au vent, il nous faudrait être beaucoup plus lourd. Là encore, il s'agit de manger beaucoup et de se muscler. Oui, techniquement ce n'est pas une planète, mais nous l'aimons toujours et nous ne pouvons pas la laisser en reste. Un monde petit, lointain et incroyablement froid. Pluton est encore plus petite que notre Lune. Et pour cette raison, il n'y a presque aucune gravité. Il sera donc très difficile de s'y tenir debout. Pour éviter de s'envoler accidentellement dans l'espace en jouant au football, il faudrait créer des machines simulant la gravité. Et si nous ne voulons pas avoir le vertige, nous devrons développer un tout nouveau système nerveux. Mais Pluton pourrait être pire. Par exemple, il y a de l'eau liquide sous sa surface, et même quelques montagnes glacées. Il serait peut-être possible d'y survivre si nous disposions d'un équipement conséquent, de vêtements, de fournitures et... Non, laisse tomber, c'est trop se compliquer la vie. Quoi qu'il en soit, de la chaleur torride de Mercure aux températures glaciales de Neptune, chaque planète présente un ensemble unique de défis environnementaux et d'opportunités d'évolution. Même si nous ne saurons jamais vraiment à quoi ressembleraient les humains sur ces autres mondes, il est passionnant d'envisager les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Ne cessons jamais de regarder en direction des étoiles et de nous poser de telles questions. T'es-tu déjà demandé ce que cela donnerait si toutes les planètes de notre système solaire avaient la même taille que la Terre ? Il est temps de nous plonger dans ce scénario époustouflant. Imaginons ce à quoi ressemblerait chaque planète si elle était aussi grande que notre chère planète bleue. Le paysage rouge et stérile de Mars deviendrait-il soudain une oasis verdoyante ? La géante gazeuse Jupiter disparaîtrait-elle tout simplement ? Et quel en serait l'impact sur notre système solaire dans son ensemble ? Serions-nous tous condamnés ? Attachez vos ceintures et voyons ce qu'il en est. La première planète sur notre liste est Mercure. C'est la plus petite planète de notre système solaire. Oublie maintenant la petite Mercure qui est comparable à une simple lune. Imagine-toi plutôt à la surface d'un brasier perpétuellement incandescent. Il y a plein de cratères et de volcans actifs autour de toi. Et juste en face, un énorme soleil aveuglant. Quel cauchemar! Mais décortiquons ces changements. Si la taille de Mercure augmentait, sa masse et sa gravité augmenteraient de même. Dans ce cas, il est possible que Mercure ait davantage d'atmosphère. Les températures sur Mercure sont extrêmes. Non seulement parce qu'elle est très proche du Soleil, mais aussi à cause de son atmosphère très fine. Ainsi, pendant la journée, les températures atteignent les 430 degrés Celsius. Et la nuit, il fait un froid terrible, pouvant atteindre moins 180 degrés Celsius. Mais à présent que sa gravité est plus forte, Mercure pourrait avoir une atmosphère bien plus dense. Ainsi, la chaleur serait mieux répartie sur la planète. L'atmosphère n'est pas la seule chose qui puisse rendre la planète plus chaude. Si Mercure devenait plus massive, son réchauffement interne serait probablement accru en raison de la compression due à la gravité. Et hypothétiquement, son activité tectonique pourrait également s'intensifier. En d'autres termes, des paysages plus intéressants, des montagnes plus nombreuses et des volcans actifs encore plus effrayants. Félicitations, tu as transformé Mercure en une Vénus 2.0. Pour nous, tous ces changements ne seraient guère plus agréables. Il deviendrait beaucoup plus difficile d'y envoyer nos engins spatiaux. Il vaut donc mieux que Mercure reste telle qu'elle est, petite, calme et ennuyeuse. En gros, tout le contraire de notre prochaine étape, Vénus. Qu'arriverait-il à Vénus si elle était de la taille de la Terre ? Eh bien, à vrai dire, rien. Elle ne changerait pas du tout, tout simplement parce que Vénus a déjà presque la même taille que notre planète. On l'appelle même la jumelle de la Terre, même si jumelle est un bien grand mot. En réalité, nous ne pourrions pas être plus différents.
Vénus est souvent surnommée l'étoile du matin, parce qu'elle est très brillante et visible dans notre ciel. Mais ne te laisse pas abuser par sa beauté. Cette planète est l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre système solaire. Sa surface est plus chaude qu'une pizza sortie du four, soit environ 482 degrés Celsius, et elle est recouverte d'épais nuages d'acide sulfurique qui dissoudraient tout humain tenté de la visiter. Hélas donc, tu n'es pas prêt de t'y rendre. Passons maintenant à une planète qui, contrairement à Vénus, pourrait potentiellement devenir notre nouveau foyer, Mars. Imagine-toi à la surface de la planète rouge, à regarder le coucher de soleil bleu et à humer une brise rafraîchissante. Oui, tu as bien entendu, de l'air. De plus, tu pourrais être entouré de plantes et d'animaux et avoir l'impression de te trouver sur Terre. Mais comment est-ce possible ? Une planète Mars plus grande aurait un champ magnétique et une gravité d'autant plus fort. L'atmosphère y serait donc plus riche et plus dense. Elle contiendrait probablement une plus grande quantité de gaz, y compris de l'oxygène. Ne serait-ce pas génial ? En outre, une atmosphère plus dense pourrait répartir la chaleur sur l'ensemble de la planète. Mars pourrait alors devenir beaucoup plus chaude et bien plus confortable. Et voici le changement le plus important, de l'eau liquide. Mars possède de l'eau gelée au pôle et dans les réservoirs souterrains. Mais avec une gravité plus forte, elle pourrait potentiellement maintenir de l'eau à l'état liquide à sa surface. Chouette alors ! Mais il y a un hic. La nouvelle Mars aurait également un tempérament explosif. Elle est déjà géologiquement active, mais sa chaleur et sa pression interne monteraient en flèche. Cela signifie des éruptions volcaniques plus fréquentes et bien plus impressionnantes. Imagine à quel point il serait excitant d'assister à de telles éruptions sur une autre planète. Enfin, si tu parviens à échapper aux conséquences. De façon générale, la planète pourrait devenir plus verte et plus luxuriante, mais elle n'en serait pas plus sûre pour autant. Enfin, ce serait quand même formidable d'y assister. Mais il est temps de passer aux géantes de notre système solaire. Et si nous avons déjà agrandi des planètes, il est maintenant temps de les compresser vraiment, vraiment fort. Si Jupiter devenait 11 fois plus petite, quel désastre ce serait! La première chose que l'on remarquerait, c'est un changement de gravité. Et je dis bien que nous le remarquerions, car nous n'aurions plus d'autre choix que d'émigrer ailleurs. Jupiter subit entre 30 et 100 collisions de gros astéroïdes tous les ans. Tout cela en raison de sa forte gravité, qui les attire tous à elle et nous protège. Mais notre grande sœur protectrice s'est transformée en un petit bébé joufflu. Dis bonjour à toute une bande d'astéroïdes. Oh, et dis adieu à Jupiter. Cette planète est connue pour son atmosphère épaisse et tourbillonnante. Mais avec une attraction gravitationnelle beaucoup plus faible, Jupiter aurait probablement bien du mal à la retenir. Au fil du temps, elle s'échapperait donc lentement dans l'espace, laissant derrière elle une fine atmosphère composée principalement d'azote et d'oxygène. Nous devrons également faire nos adieux à l'apparence emblématique d'une autre géante, Saturne. La différence la plus notable sera la disparition de ses célèbres anneaux. Constitués de petites particules de glace et de roche, les anneaux sont une caractéristique unique de Saturne. Mais avec une gravité semblable à la Terre, ils s'abattraient sur la planète ou se disperseraient dans l'espace. C'est bien dommage. Saturne est également une géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son atmosphère est composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Mais si elle était de la taille de la Terre, ces gaz se trouveraient comprimés en raison de la gravité accrue. Cela la rendrait beaucoup plus dense. Cela signifie que la taille et la forme de Saturne changeraient. En théorie, si nous pressons fortement Saturne, elle pourrait devenir une naine brune. Il s'agit d'un type d'étoile manquée, qui n'a pas la masse nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire, mais qui émet de la chaleur et de la lumière. Saturne pourrait donc cesser d'être une planète. Le temps qu'il y fait changerait aussi probablement. Toutes ces tempêtes démentielles, comme la fameuse tempête hexagonale qui fait rage au pôle Nord, deviendraient plus calmes et beaucoup plus faibles. La géante suivante est Uranus. Essayons de comprimer cette pauvre planète. Tout d'abord, la gravité à la surface d'Uranus serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Son atmosphère pourrait également changer. Si Uranus était plus petite, elle pourrait présenter une atmosphère plus fine et des gaz différents. Cette planète est plutôt froide, avec une température moyenne de moins 214 degrés Celsius. Mais si elle avait la taille de la Terre, elle pourrait se réchauffer un peu, en raison d'un rapport de volume réduit en comparaison de sa surface. Mais ne te réjouis pas trop vite, il y ferait encore bien plus froid que dans les endroits les plus glacés de notre planète.
Comme tu peux le constater, les géantes gazeuses n'endurent pas facilement un tel rétrécissement. Sauf peut-être l'une d'entre elles. Étonnamment, la petite Neptune deviendrait beaucoup plus sympathique. Tout d'abord, il s'agirait probablement d'une planète rocheuse, dotée d'une minuscule atmosphère. Fini la géante gazeuse. Place à une planète où il est plus facile de vivre et de se déplacer, pour les animaux comme pour les humains. Et en parlant de se déplacer, en raison de sa petite taille, la gravité sur cette nouvelle Neptune serait presque la même que celle de la Terre, ce qui faciliterait grandement la marche et le saut. Plus besoin de flotter dans l'espace. L'atmosphère de la Neptune originelle est si épaisse qu'on peut à peine y distinguer sa main devant son visage. Et la pression de surface y est environ 100 fois supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. Mais notre nouvelle Neptune serait très différente, avec une atmosphère beaucoup plus fine et bien moins dense. Elle contiendrait encore du méthane, de l'eau et de l'ammoniac, mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, la température. La Neptune actuelle est glaciale, avec une température moyenne d'environ moins 223 degrés Celsius. Mais si elle avait la même taille que la Terre, elle serait probablement beaucoup plus chaude, tout comme Uranus. Ah, voilà qui est mieux. Quelle planète ce serait pour nous? Et voilà pour les changements planétaires. Mais qu'arriverait-il à l'ensemble du système solaire si nous rendions toutes les planètes aussi petites? Il est difficile de le prédire, mais il semble clair que leur gravité et leurs orbites pourraient changer considérablement. Il est peu probable que l'une d'entre elles s'envole au loin dans l'espace ou s'écrase contre sa voisine, ou un truc du genre. Mais beaucoup de leurs orbites deviendraient probablement très instables. Et le nombre de collisions avec des astéroïdes augmenterait considérablement. Bien sûr, tout ceci n'est que pure spéculation. Ce n'est pas comme si nous pouvions vraiment expérimenter tout cela. Mais c'est tout de même un exercice de pensée très intéressant. Et cela permet de se rendre compte à quel point notre système solaire est unique et spécial. Comment notre univers est-il né? Et s'il semble déjà difficile de répondre à cette question, alors que dire de celle-ci? Qu'y avait-il avant notre univers? Alors que les scientifiques cherchent la réponse à la question la plus complexe de notre histoire, voyons ce qu'ils ont découvert jusqu'à présent. Au XXe siècle, nous avons commencé à faire la lumière sur ce mystère, et tout cela grâce à un homme, Edwin Hubble. Un soir, sur le mont Wilson en Californie du Sud, il a pointé son télescope vers le ciel et a découvert que ces nuages de gaz incohérents qui flottaient partout étaient en fait d'autres galaxies. Et il y en a beaucoup. Il a aussi appris autre chose. Une chose qui a changé le monde pour toujours. Ces galaxies bougent. Et alors, te demandes-tu peut-être? Eh bien, cela signifie une chose très importante. L'univers est en expansion. Et s'il est en expansion, alors il a probablement eu un commencement quelque part, non? Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de remonter le temps et de voir où se trouvait ce point de départ. Il a fallu aux scientifiques de nombreuses années supplémentaires pour formuler une théorie à part entière, la théorie du Big Bang. Et la voici. Rien ne s'est jamais trouvé nulle part, car ni quand ni où n'existait alors. Tu comprends? Sauf qu'en fait, non. Il y avait bien une chose. C'était la présumée singularité initiale. Un état de notre univers dans lequel il était incroyablement petit, dense et très, très chaud. Imagine que notre univers soit comprimé en une petite boule. La pression et la température à l'intérieur seraient énormes. À un moment donné, il est devenu impossible de les contenir. Et voilà le Big Bang. C'est une explosion d'énergie et de matière qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le temps et l'espace, les forces physiques de base. Il a aussi dispersé des quarks un peu partout. Ces quarks, les minuscules particules qui composent notre univers, bouillaient tous en une espèce de soupe cosmique, incroyablement chaude. Lorsqu'elle a refroidi, la gravité a commencé à les attirer les uns vers les autres. Ils se sont rassemblés en atomes, puis en molécules, et enfin dans les premiers objets du cosmos, les étoiles. Et tout cela s'est produit il y a seulement quelques 12 à 14 milliards d'années. Très bien, maintenant nous savons comment notre univers a été créé. Mais qu'y avait-il avant cela? Alan Harvey Guth, un physicien théoricien et cosmologiste américain, a consacré toute sa vie à résoudre ce mystère. Après avoir découvert la théorie du Big Bang, Guth a décelé quelques failles dans cette théorie. Par exemple, la répartition de la matière semblait très uniforme, alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Accrochons un ballon rempli de peinture au plafond et posons une toile blanche sur le sol.
Si nous laissons tomber le ballon, il éclatera et nous verrons un chaos absolu se répandre sur la toile. Un amas de tâches éparpillées partout au hasard, aucune semblable à une autre. Mais ce n'est pas vraiment à cela que ressemblait l'univers primitif. Au lieu de lancer un ballon de peinture depuis le plafond, dessinons un petit point rouge sur la toile. Maintenant, élargissons-le un peu plus. Et encore plus. Et capturons tout cela image par image. Nous verrons alors un cercle qui grandit progressivement dans toutes les directions. Voici donc la réalité. L'univers primitif était tout à fait uniforme et proportionnel. Et telle était la découverte de Guth, la théorie de l'inflation cosmique. Voici ce qu'elle avance. Même avant le Big Bang, il existait une sorte de force capable de donner une forte accélération à ce bang. Une chose qui était capable de tout répartir dans l'espace instantanément et de façon uniforme. La théorie de Guth a connu un grand succès, et maintenant la majorité des scientifiques y adhèrent. Pour la plupart d'entre eux, cette conception de la naissance de l'univers est tout à fait suffisante. Pour la plupart, mais pas pour tous. Martin Bojewald est un professeur de physique allemand, et selon lui, l'univers est né tout à fait différemment. Tu te souviens quand nous avons parlé de la singularité initiale, l'état de l'univers dans lequel il était petit, infiniment dense et super chaud? Selon la théorie de Bojewald, la singularité n'a pas pu simplement apparaître de nulle part. Cela semble absurde. Mais alors, d'où vient-elle? Regardons la pendule d'une vieille horloge. La pendule oscille d'un côté à l'autre. Son mouvement est fluide, continu et sans interruption. C'est ainsi que nous percevons habituellement le temps. Il coule et ne s'arrête jamais. Mais le temps quantique, le temps quantique ne fonctionne pas comme ça. C'est plutôt comme la trotteuse d'une horloge. Il se compose de petits segments et fait de courtes pauses. Et, comme avec la trotteuse d'une horloge, le début d'un segment de temps est toujours la fin d'un autre. Tu vois où je veux en venir? Revenons encore une fois au ballon. Selon la théorie du Big Bang, il était une fois notre univers qui a commencé à s'étendre, à se gonfler comme un ballon. Mais tôt ou tard, il se mettra à se dégonfler de nouveau. L'univers commencera à rétrécir et retournera à l'état de singularité cosmique. Et puis devine quoi? Ce sera le Big Bang 2. Rien n'apparaît de nulle part et ne disparaît nulle part non plus. Selon la théorie de Bojewald, le début de chaque univers est la fin du précédent. Notre univers n'est pas du tout le premier, et ne sera pas le dernier. Des millions d'univers similaires ont existé avant nous et existeront bien après. Cette théorie, bien qu'elle semble plutôt logique, est loin d'être complète. Malheureusement, nous n'avons pas assez de connaissances pour fournir toutes les preuves qui la justifient, donc pour l'instant, tout cela ne demeure qu'une hypothèse. Mais certaines personnes proposent des idées encore plus étranges. Les scientifiques avaient des théories tellement inhabituelles que personne d'autre n'aurait pu y penser. Neil Turok, un physicien sud-africain, et son collègue Paul Steinhardt, un physicien théoricien américain, cherchent des réponses bien au-delà de notre univers. Ils affirment que oui, notre univers n'est pas le premier. Il y en a eu d'autres et il y en aura une infinité. Et il n'y aura pas seulement une infinité de Big Bang. Notre univers n'est qu'un parmi un nombre infini d'autres univers. Et nous sommes tous engagés dans un cycle de reconnaissance sans fin de mondes parallèles. Cela semble incroyable et effrayant à la fois. Mais comment cela fonctionne-t-il? Selon une théorie, notre univers est situé à l'intérieur d'une brane, comme dans membrane. En d'autres termes, nous nous trouvons dans une sorte de surface élastique qui est capable de se contracter, de s'étirer, d'osciller, et ainsi de suite. Comme du linge étendu sur une corde, ces univers parallèles sont situés les uns après les autres. Chacun a un voisin. Et nous ne sommes pas une exception. Un autre univers pourrait se trouver à 1 centimètre d'une autre, mais nous ne pouvons pas le voir. C'est parce qu'il existe un espace minuscule entre nous. Et ce minuscule espace contient la 4e dimension. Comment ces univers naissent-ils? Par la collision des branes. Ces branes se rapprochent les unes des autres très très lentement, jusqu'au jour où elles entrent enfin en contact. Leur collision crée 2 Big Bang et 2 univers parallèles. Puis elles s'éloignent l'une de l'autre. Les mondes créés continuent d'exister, et nous en sommes actuellement à ce stade. Mais au moment où ils disparaîtront, les branes entreront à nouveau en collision, et cela entraînera la naissance d'un nouvel univers.
Tu te souviens de la théorie de l'inflation cosmique ? Une énergie mystérieuse avait poussé et accéléré le Big Bang. Eh bien, si nous étions entrés en collision avec un autre univers, cela expliquerait tout. Bien sûr, tout ce qui est décrit ici relève d'une grande simplification. Lorsque tu entends que notre monde est un bout de linge sur une corde, cela semble complètement absurde. Mais cette idée est basée sur la théorie des cordes et la théorie M, deux piliers de la mécanique quantique. Si elle s'avère exacte, elle pourrait expliquer presque tout dans notre univers. L'élaboration d'une théorie est un processus incroyablement complexe. Turok et Steinhardt ont fait une énorme quantité de calculs et ont écarté beaucoup de théories qui ne fonctionnaient pas. De plus, pour élaborer une pareille théorie, il faut dépasser les limites de l'esprit humain et concevoir 11 dimensions à la fois. Malheureusement, cette idée aussi folle qu'élégante a été l'objet de nombreuses moqueries. Turok et Steinhardt rétorquent que les scientifiques sont des gens ordinaires, pas si différents de tout un chacun. Ils ont aussi peur du changement et de l'inconnu. Et il est vraiment effrayant de remettre en question tout ce en quoi nous avons pu croire. Il y a de nombreuses années, les gens ne croyaient pas que la Terre était ronde. Puis, ils ont été scandalisés par la théorie du Big Bang. Nous ne pouvons pas faire de découvertes sans lutter et sans avoir peur. C'est pourquoi Turok et Steinhardt ne prévoient pas d'abandonner si facilement. Après tout, les preuves dont nous disposons actuellement ne font qu'affirmer que chacune des trois théories est possible. Alors, quelle réponse est la bonne ? Nous le saurons peut-être jamais. Du moins, pas à ce stade du développement humain. Malheureusement, tant que nous n'avons pas de preuves, nous ne pouvons que théoriser. Mais peut-être qu'un jour, nous découvrirons quelque chose qui nous ouvrira les yeux une fois pour toutes. Peut-être qu'un jour, nous résoudrons le mystère de la création de notre univers. Bang ! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'était tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense, qui a grossi et s'est étiré à une vitesse inimaginable. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière. Oui, un désordre sans nom, mais tout de même, dans la première minute après le Big Bang, la base de tout ce qui apparaîtrait plus tard était presque posée. Il n'a fait chaud que pendant cette énorme explosion. Dès que l'expansion a commencé, l'univers a commencé à se refroidir, un peu comme un gaz qui se refroidit lorsque tu le vaporises depuis une bombe aérosol. Pendant ce processus, une partie de l'énergie a en quelque sorte gelé, tout comme l'eau se transforme en glace. Ici, l'énergie pure a été gelée et s'est solidifiée en matière. Une minute après le bang, le refroidissement était toujours en cours, extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact. La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Tu te souviens de ces minuscules particules de la première phase de boom de l'univers ? Elles ont commencé à se regrouper, ce qui a formé des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il a fallu environ 3 minutes pour que la plupart de l'hélium et tout l'hydrogène de l'espace soient fabriqués. Ces deux éléments sont les plus courants et les matériaux de base qui ont ensuite formé les premières galaxies et étoiles. Ce n'est pas parce que la base était terminée que la création de l'univers s'est arrêtée après ces 2 premières minutes. Il est vrai qu'après cela, aucun nouvel élément n'a été créé pendant des millions d'années. C'est pourquoi la version initiale de l'univers était entièrement composée d'hélium, d'hydrogène et d'énergie. Mais finalement, les atomes ont commencé à se regrouper lentement, ce qui, après beaucoup de temps, a provoqué la création de galaxies et d'étoiles. Des nuages d'hélium et d'hydrogène se sont regroupés et se sont transformés en étoiles qui avaient des forces gravitationnelles. Notre Soleil est également composé de 3/4 d'hydrogène, tandis que le reste est de l'hélium. Donc un quart ? Oui, mais à des stades ultérieurs. D'autres éléments plus lourds ont commencé à apparaître aussi, comme le carbone, le fer, l'oxygène et ainsi de suite. Il ne s'agissait pas seulement de processus chimiques au cours desquels de nouveaux éléments, étoiles ou planètes ne cessaient d'apparaître. L'univers entier est en expansion depuis le Big Bang. Les chercheurs ont réalisé que d'autres galaxies s'éloignent en quelque sorte de la nôtre. Chère galaxie, vous devez arrêter de faire ça. Comment allons-nous découvrir la vie extraterrestre là-bas si vous ne cessez de vous éloigner ? Et ce n'est pas tout. Les galaxies les plus éloignées se déplacent en fait plus vite que celles qui sont proches de notre galaxie, la Voie lactée. L'univers est fabuleux, inconnu, mystérieux, effrayant et complètement silencieux. Imagine que tu flottes dans ta combinaison spatiale quelque part au-dessus de la Terre.
Tout ce que tu pourrais entendre, c'est le bruit de ta propre respiration. Rien ne vient de l'extérieur. Comme il n'y a pas d'atmosphère, le son n'a aucun moyen de se propager ou d'être entendu. En parlant de combinaison spatiale, ce truc coûte environ 12 millions de dollars. Ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant d'aller se détendre dans l'espace. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. On pourrait donc penser que c'est aussi la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui remporte le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une surface chauffée à une température de 450 degrés. Mercure n'a pas d'atmosphère, laquelle est chargée de réguler la température. C'est pourquoi elle ne tient pas la comparaison. Vénus a aussi des journées assez longues. Une seule journée équivaut à environ 243 jours terrestres. C'est pratique pour les personnes qui ont des listes de choses à faire assez longues et qui aiment faire les choses lentement. Cependant, Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année là-bas dure 18 jours de moins qu'une journée. Tu peux fêter 2 fois ton anniversaire en une journée alors ? Génial, mais l'inconvénient est que sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique et il neige du métal. Ce n'est plus aussi amusant, si ? La Terre a ses aspects sympas aussi. Ayant 4,5 milliards d'années et étant la seule planète connue à abriter la vie, elle compte aussi plus d'arbres qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée, 3000 milliards, alors qu'il n'y a que 100 à 400 milliards d'étoiles. Nous avons peut-être compté les arbres, mais nous en savons très peu sur nos océans. Seulement 5% de ceux-ci sont explorés, donc nous en savons moins que sur Mars ou la Lune, dont les surfaces ont été entièrement cartographiées. Il est amusant de constater que l'espace n'est qu'à 100 km de nous, en comptant à partir du niveau de la mer sur notre planète. Cela semble si proche que tu pourrais couvrir la distance juste pour aller prendre ton petit déjeuner. Et pourtant, seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Il est composé à 68% d'énergie noire, tandis que 27% sont constitués de matière noire, que nous ne pouvons pas voir avec un télescope. Si proche et pourtant si loin. Nous verrons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus. Cela se produit parce que la poussière fine de la planète rouge a la taille parfaite pour que la lumière bleue puisse pénétrer efficacement dans l'atmosphère de Mars. Ainsi, la lumière bleue se disperse, après quoi elle reste plus proche de la direction du Soleil, contrairement à la lumière des autres couleurs. L'univers est plein de merveilles, et l'une d'entre elles est une planète faite de diamants. Elle est 2 fois plus grande que la Terre, et les scientifiques pensent qu'elle est principalement recouverte de diamants et de graphite. Mais pour t'y rendre, tu auras probablement besoin d'une combinaison spatiale à 12 millions de dollars, ainsi que d'un vaisseau encore plus cher, mais si tu parviens à faire l'aller-retour, tu pourrais facilement le rembourser. Les scientifiques ont aussi quelques prédictions sur la fin de tout. Tu es prêt pour ça ? À ses débuts, l'univers entier était dense et compact, il était donc très épais. Mais après environ 400 000 ans, il a continué à s'étendre, ce qui l'a rendu plus transparent. Tout cela a encouragé la libération de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou FDC. C'est comme si tu allumais la télé sur une chaîne vide et que tu coupais le câble. Tu verras des points statiques, noirs et blancs, bouger sur ton écran. Ils sont un peu comme le FDC et aussi une rémanence de toute cette énergie qui a été libérée pendant le Big Bang. Le FDC est toujours là, les astronomes peuvent le voir grâce au télescope à micro-ondes. L'expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée, l'univers s'étend toujours chaque seconde à une vitesse incroyable, ce qui fait que tous les objets de l'espace s'éloignent les uns des autres en permanence. Nous le savons parce que le Soleil des autres galaxies apparaît plus rouge qu'il ne devrait l'être. Cela s'appelle le décalage vers le rouge, et cela se produit lorsque la source de lumière s'éloigne de celui qui l'observe. Ensuite, il y a la gravité. Elle attire tous les objets de l'univers les uns vers les autres, ce qui explique pourquoi les planètes continuent à tourner autour du Soleil, ou pourquoi notre système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est pourquoi nous restons sur le sol, alors que dans l'espace nous flotterions, puisqu'il n'y a pas de gravité là-haut. Ayant tout cela à l'esprit, les scientifiques ont eu l'idée qu'un jour, l'univers prendra simplement la direction opposée et commencera à rétrécir, ce qui sera connu sous le nom de Big Crunch. Que cela se produise réellement ou non dépend du type de notre univers. S'il est ouvert, il continuera à s'étendre et rien ne pourra jamais l'arrêter. Mais au fil du temps, s'il s'étire, la densité deviendra si faible que les galaxies ne pourront plus former de nouvelles étoiles et que celles qui existent déjà disparaîtront. Lorsque l'espace perdra toute sa lumière et sa chaleur, la vie ne sera plus possible. L'univers restera simplement un au-delà froid qui continuera à s'étendre dans une obscurité sans fin. Ensuite, Big Crunch ou pas, bang, tout disparaîtra. Heureusement que nous avons des milliards d'années devant nous, n'est-ce pas ? Nous ne serons certainement plus là à ce moment. Éloignons-nous de la Terre pour la regarder de plus haut. Elle brille comme un sapin de Noël.
La nuit, les grandes villes ressemblent à des taches jaunes, et le jour, nous pouvons voir des structures étranges, comme une île en forme de palmier dans les Émirats arabes unis ou une ligne sombre qui traverse la Chine, la Grande Muraille. Ce sont des traces de l'existence humaine. Maintenant, pointons notre télescope vers d'autres planètes. Mars, c'est juste un désert sans fin. Vénus, seulement des rochers et des volcans. Même si nous regardons dans l'espace lointain, toutes les planètes sont sans vie. Pas une seule trace de civilisation extraterrestre. Beaucoup de gens pensent que la Terre n'est pas la seule planète où il y ait de la vie. Voici notre galaxie. Il y a des milliards d'étoiles semblables au Soleil. Et voici l'univers observable avec des milliards de ces galaxies. Il y a un nombre presque infini d'étoiles, et près de chacune d'elles, il doit y avoir des planètes habitables. Mais il se peut que nous n'ayons pas trouvé de vie sur d'autres planètes parce qu'elles se cachent justement sous leur surface. Par exemple, il y a Europe, un satellite de Jupiter légèrement plus petit que notre Lune. Sa structure ressemble à un œuf à la coque. Sa surface est une croûte de glace. Mais si on la traversait, on atteindrait un océan d'eau. Jupiter et ses satellites sont très éloignés du Soleil. Il y fait donc très froid, environ moins 170 degrés. L'eau liquide s'y transforme donc instantanément en glace. Mais Jupiter a une forte force gravitationnelle. Cela cause beaucoup de friction à l'intérieur d'Europe et ça réchauffe son noyau. Cette chaleur fait fondre la glace environnante et cela donne un océan d'eau liquide sous sa surface. L'eau est la base de toute vie, donc il pourrait y avoir de simples bactéries dans cet océan. Et qui sait, peut-être qu'il y a aussi d'autres formes de vie, comme des poissons aux formes étranges à cause de la faible gravité, ou des créatures semblables aux baleines, se nourrissant de plancton. En 2009, les scientifiques ont découvert une planète entièrement recouverte d'un océan, GJ 1214. Elle se trouve à environ 40 années-lumière de la Terre et environ 75% de sa masse est constituée d'eau. Pourtant, les températures sur cette planète sont si élevées que cette eau s'évapore. Mais il y a tellement de vapeur qu'elle semble aussi dense que l'eau elle-même. Rien ne pourrait sembler vivre dans de telles conditions. Mais les scientifiques ont récemment découvert au moins 24 planètes meilleures que la Terre et les ont qualifiées de super habitables. Elles orbitent autour d'étoiles lointaines, dans leur zone habitable. C'est la zone située à une distance parfaite d'une étoile pour accueillir la vie. Dans notre système solaire, Vénus, la Terre et Mars sont dans cette zone. Une planète super habitable doit être 10% plus grande que la Terre et avoir une gravité plus forte afin d'avoir une atmosphère plus dense. Une température de 8 degrés supérieure à celle de la Terre rendrait cette planète plus humide et favoriserait le développement d'une variété d'organismes. Ces planètes pourraient accueillir la vie, mais il est difficile de savoir si la vie y est déjà présente. Le principal marqueur qui confirmerait l'existence d'une civilisation avancée là-bas pourrait être les ondes radio. Imagine une planète habitable semblable à la Terre. Au cours de l'évolution, des êtres intelligents y sont apparus. Ils sont plus grands que les humains à cause de la faible gravité et leurs yeux sont adaptés à la lumière d'une autre étoile, beaucoup plus brillante que le Soleil. Tôt ou tard, ces êtres devront utiliser des ondes radio pour communiquer entre eux. Nous pouvons penser à ces ondes comme à des sons puissants venant de haut-parleurs. Voici la Terre. Nous utilisons beaucoup les ondes radio et le bruit provenant de notre planète est assez grave. Si une planète voisine avait des radiotélescopes, de grandes antennes qui captent ces ondes, elle se rendrait compte que la vie s'épanouit ici. Il y a de nombreux radiotélescopes sur Terre qui sont pointés vers l'espace, dans l'attente d'un signal extraterrestre. Mais nous n'avons encore rien reçu. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il n'y a pas une planète quelque part dans l'univers qui émette des ondes radio. C'est une question de distance. Faisons un bond de 200 années-lumière vers une autre étoile. Supposons qu'il y ait une planète X hébergeant la vie. La civilisation ici est assez avancée pour utiliser les ondes radio, donc ils émettent une première onde dans l'espace. Nos radiotélescopes ne pourront la capter que 200 ans plus tard. Cela fonctionne également dans l'autre sens. La communication radio n'existe sur Terre que depuis 1895. Notre signal radio n'atteindra donc pas la planète X avant 2095. C'est seulement à ce moment que les extraterrestres entendront notre voix. Mais ce bruit ne dure pas longtemps. Chaque année, notre technologie s'améliore et le bruit que nous faisons diminue. Nous utilisons la communication mobile, la télévision par câble et la fibre optique. Cela réduit le bruit émis par notre planète dans le spectre radio et nous deviendrons même bientôt invisibles pour les autres planètes. Et c'est pareil de l'autre côté. Les ondes radio ne sont donc qu'un petit bip à l'échelle cosmique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer que le silence radio soit une preuve que la vie extraterrestre n'existe pas. Un télescope géant qui pourrait prendre une photo en direct d'une planète possiblement habitée changerait la donne. On zoomerait sur la photo et hop, on verrait des villes extraterrestres avec des immeubles et plein d'antennes. Mais nous ne pouvons pas encore voir si loin.
Nous pouvons à peine prendre des photos de Mars et de ses satellites, et même leur qualité nous induit encore en erreur. Prenons par exemple Sidonia, qui ressemble à un visage humain sur Mars. On a pensé qu'une ancienne civilisation avait fait une sorte de sculpture. Des théories plus extravagantes parlaient même des restes d'un géant, et qu'il y avait même un corps entier sous le sable de Mars. Mais en fait, c'était juste une colline. Le vent a créé des creux à cet endroit, et avec l'ombre, nous les avons pris pour des yeux et une bouche humaine. Il y a aussi le monolithe sur le satellite de Mars, Phobos. On y a trouvé une roche lisse qui était presque aussi haute que la pyramide de Khéops. Cette découverte a donné lieu à de nombreuses théories sur la civilisation qui l'a construite. Mais il s'est avéré que ce n'était rien de plus qu'un rocher. Le nombre infini d'étoiles et de mondes qui les entourent garantit presque l'existence d'autres civilisations. Alors pourquoi ne viendraient-elles pas sur Terre ? Nous pensons que la vie dans l'univers se développe selon des scénarios similaires. L'émergence de formes de vie simples, suivie de l'évolution et de la naissance de civilisations technologiquement avancées. Mais comme sur Terre, des cataclysmes s'y produisent et provoquent des extinctions massives, comme les météorites. Il y a peut-être une civilisation prête à partir dans l'espace, mais qui fut détruite par une énorme météorite, comme celle qui a effacé les dinosaures de la surface de la Terre. La vie sur cette planète recommencerait donc un nouveau cycle à partir de zéro. En outre, plus la civilisation est avancée, plus le risque d'autodestruction est grand. Les scientifiques pourraient mener des expériences sur des machines, comme le grand collisionneur de Hadron, et y créer accidentellement un trou noir. Celui-ci se mettrait à avaler tout ce qui l'entoure et grossirait. Rapidement, toutes les villes super développées de cette civilisation disparaîtraient, ainsi que toute la planète. Une autre possibilité pour une civilisation super avancée serait de voyager par les trous de verre. Ce sont comme des tunnels situés dans l'espace-temps. Les extraterrestres pourraient voyager à travers sans jamais revenir en arrière. Mais il est aussi possible que la vie sur Terre soit unique, car notre planète s'est formée grâce à plusieurs coïncidences incroyables. La première est l'emplacement de notre système solaire dans la galaxie. Dans la Voie lactée, il y a un feu d'artifice constant de supernovas. Le rayonnement de ces explosions détruit tout ce qui l'entoure sur de grandes distances. Notre système solaire se trouve juste dans la zone de l'orbite galactique où nous sommes à l'abri de ces explosions. Un autre facteur est la Lune. Selon une théorie, il y a environ 4,5 milliards d'années, une météorite de la taille de Mars s'est écrasée sur la Terre. Un impact plus direct aurait simplement pulvérisé la Terre. Et si cette météorite n'avait fait qu'effleurer la Terre, les débris se seraient simplement envolés. Mais cette collision s'est produite précisément de manière à ce qu'une partie de la météorite reste dans l'orbite de la Terre, formant la Lune. Cette dernière a stabilisé la rotation de notre planète et a réchauffé son noyau par gravité. Et c'est là que notre planète a développé un champ magnétique qui nous protège des vents solaires. D'autres scientifiques pensent que la vie extraterrestre pourrait être différente d'un point de vue biochimique. Le carbone et l'eau sont les éléments de base de notre corps, mais le carbone pourrait être remplacé par du silicium ou du phosphore et l'eau par de l'ammoniac ou du méthane. Ces atomes pourraient former des molécules différentes et s'assembler en un organisme vivant. Une vie basée sur de tels éléments ne ressemblerait à rien de ce qui existe sur Terre.